tous. Hello. Alors, aujourd'hui, avant tout, bonjour et salut à tous mes abonnés et à tous ceux qui me suivent. Vous le savez, vous êtes sur ma chaîne qui parle d'hypnose, de psychologie, de spiritualité, de yoga, de développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai pensé à quelque chose qui vous intéressera sûrement. J'ai mon ami ici, Julien, qui est avec moi, qui est psychologue et chaman. J'ai rencontré Julien quand j'avais 18 ans, lorsque je réalisais mon travail de fin d'études sur l'hypnose. Et j'ai eu l'occasion de lui poser quelques questions et de découvrir sa pratique. Donc je pense que si vous vous intéressez à la psychologie, au développement personnel et à la spiritualité, cette interview-là ouvrira sûrement quelques portes, ou du moins pourra stimuler votre curiosité. Si vous êtes quelqu'un qui est déjà dans ce domaine-là, alors vous apprécierez vous écouter, discuter et échanger des idées. Et si vous venez d'un monde assez rationnel, alors attention, parce que cette vidéo ne sera peut-être pas la plus rationnelle. Transrationnel. Elle sera transrationnelle, exactement, mais pour le moins intéressante. Salut Julien. Hello. Alors, par où est-ce qu'on commence? Le meilleur. Par le meilleur. Ok. C'est quoi le meilleur? Dis-moi tes questions. Alors moi je vais commencer par ton parcours. Ah merde, ça fait très égocentrique, donc le meilleur c'est moi. On commence par le meilleur. Je vais commencer par son parcours parce que ce qui est intéressant c'est qu'il a fait il a étudié de la psychologie à l'UCL. Officiellement, oui. Je dis bien officiellement parce qu'il y a une version officieuse d'apprentissage. Mais donc j'ai mon diplôme officiellement de l'UCL, mais je ne suis pas UCLien. Ça, d'accord, donc il n'est pas UCLien. Mais donc, ce que j'aimerais entendre, donc je pense que ce que peut-être mes abonnés seraient intéressés d'entendre, c'est ton parcours professionnel, académique. Voilà. Du début de ton intérêt envers la psychologie jusqu'à la fin de tes études. tout ça en 2 minutes. Tout ça en 30 secondes. On va parler de manière kaléidoscopique. Pas besoin de prendre des psychédéliques pour avoir une version kaléidoscopique du récit. Donc, merci pour l'invitation. Merci aux inconnus derrière vos écrans, peut-être connus avec les interactions. Oui. Donc, alors je disais, il y a un parcours officiel et moins officiel. L'officiel, officiellement, je suis psy, donc tant mieux pour les patients, il y a un remboursement mutuel. Il y a. Ouais, bon, on pourrait dire. Donc, première année, c'était à l'ULB, comme toi. Ok. Mais j'avais déjà le projet, c'est ce qui m'a permis de terminer mes études au secondaire. J'avais l'idée, je pars en Inde après le secondaire. Okay. C'est ce qui m'a fait tenir bon jusqu'à la fin de mon secondaire. En plus, j'avais mon grand-père, ma grand-mère qui travaillait dans l'administration de Goa, parce que j'ai des origines portugaises, et j'étais à fond dans la musique Goa, peu importe. Okay. Mais donc il y avait déjà l'idée d'ailleurs qui m'a permis de supporter l'ici. Okay. Donc c'est peut-être déjà quelque chose d'ailleurs qui permet de supporter l'ici. Alors, et puis première candidate à l'ULB, quand je suis parti en Inde, comme j'avais dit, eh ben, j'ai voulu payer le tribut, parce que pour moi c'est un tribut. J'ai dit, tiens, je vais faire une année d'UNIF, comme ça je peux prouver à mes parents, à la société que je peux faire l'UNIF, mais une année, pas plus, après je me casse. Mais l'envie était trop forte de vivre cet ailleurs, donc je l'ai vécu ici. Ici c'est quoi? Sans donner de nom parce que c'est des endroits secrets, c'est-à-dire à un moment, je suis rentré dans une librairie ésotérique. Okay. J'ai dit au gars, je ne sais pas d'où c'est venu, dans un moment de désespoir. Ah oui, j'avais pas passé. Parce que rater, c'est essayer sans réussir. Rater sans essayer, c'est. On va pas dire que c'est pas passé. C'est juste que j'ai pas fait mes examens de Noël. Et j'ai dit au gars de la librairie ésotérique, je lui ai dit, écoutez, le livre c'est bien, mais l'expérience est encore mieux. Et il m'a dit, voilà, j'ai eu ce culot là, il m'a dit, ah mais ça tombe bien, il y a un paille de Santo.
j'ai expliqué, qui est là justement. Pai de Santos, c'est ce maître des cérémonies dans les rites afro-brésiliens dits de possession. Alors, possession, ça fait déjà mais en tout cas, c'est un rite d'incorporation des esprits. Alors, moi, j'ai pas d'éducation spirituelle, religieuse et tout ça. Il était dans la bibliothèque Non. Le propriétaire de la bibliothèque ésotérique me dit: ah, ça tombe bien, il y a justement un Pai de Santo, donc père de saint littéralement, maître de cérémonie, qui est là, ici en Belgique, bien rencontré. Ouf. Donc la question a ouvert une porte, c'est parti de là, hein. Pour moi. Enfin, il y a eu d'autres expériences avant, mais là, il m'a présenté le Pai de Santo et il m'a introduit dans ces rites d'incorporation des esprits. Et à ce moment-là, tu n'avais encore jamais été intéressé ou lu, entrevu le mysticisme, la spiritualité, l'ésotérisme? On peut toujours remonter. Hein. Il y a des rêves, évidemment. Les gens qui disent les états modifiés de conscience, ça ne m'intéresse pas, ou le mot spirituel, les rêves, tout le monde rêve. Ou alors peut-être ils ne se souviennent pas de leurs rêves, mais on rêve. Donc oui, il y a des expériences particulières. Oui, voilà, et parfois des cauchemars, même collectifs. Et donc, moi, on ne peut pas être censuré. Donc, effectivement, il y a eu des expériences. En fait, si je fais bref, hein, ok, on voyage dans le temps. Effectivement, il y a plusieurs portes vers l'au-delà. Enfin, l'au-delà ici-bas, ça peut être l'expérience en général intense, ça peut être effectivement la retraite, ça peut être l'expérience de mort imminente, ça peut être le trauma, ça peut être plein de choses en fait, hein, des psychédéliques et tout ça. Moi, je pourrais dire, bon, je ne veux pas dénigrer ici, surtout en ligne, mais j'ai une famille assez traumatique, sans vouloir accuser personne. Okay. Et donc moi, au secondaire, je souffrais suffisamment, sans accuser personne, pour me dire, est-ce que ça vaut le coup de vivre? Et donc, j'étais presque là, avec un fusil sur la tempe, c'est-à-dire, moi, si je ne trouve pas une bonne raison, adolescent, de vivre, pourquoi pas game over, si on se comprend. Alors, je ne prends pas le suicide, justement, je suis toujours là. C'est-à-dire, il y avait cette quête de sens, vraiment dans les tripes. C'est-à-dire, j'ai des souvenirs où je pouvais rester alité 3 jours sans manger. Pourquoi vivre? Donc pourquoi manger, et ainsi de suite. Et ces expériences où je restais isolé 3 jours sans manger ont été en fin de compte salutaires. Parce que dans cet isolement, en fait, ce qu'on fait dans les retraites, que ce soit bouddhiste, samanique et tout ça, on s'isole, on jeûne, et ainsi de suite. Moi, je l'ai fait en mode trauma. Avec une recherche de sens, mais c'était vraiment vital. J'avais besoin de savoir si ça valait le coup de continuer à vivre. Donc, la quête de sens, et naturellement aussi, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà du voile visible, c'est-à-dire de la mort. Alors, j'ai pas eu de réponse. Ou des sens. On pourrait dire ça. Même si je suis tombé dans l'emprise de l'empire des sens. Mais bon, ça, c'est la phase hédoniste. Okay. Donc, il y a eu une recherche vraiment très très forte, et bizarrement, c'est difficile à dire. Effectivement, quand je restais dans ces phases-là, type, je sais pas moi, normalement j'aurais été psychiatrisé, mais heureusement je ne me suis pas jeté au pied du psychiatre. Il y a toujours une réponse qui est venue, et notamment une réponse qui me sert encore en tant que psy. Au moment où je me suis dit, à 14 ans, je ne veux ni vivre, ni ne pas vivre, j'en étais là. Effectivement, j'étais accroché à l'idée, je veux plus vivre, je veux plus vivre, je veux plus vivre, je veux plus vivre, j'ai plus le goût de vivre, j'ai plus le goût de vivre. À un moment, je me suis libéré des deux extrêmes. Je ne veux ni vivre, les bouddhistes diraient, attachement samsara. Je ne veux ni ne pas vivre, attachement néant, nirvana. Là, c'était naturellement la voie du milieu. Et je me souviens qu'au moment où je me disais je ne veux ni vivre ni ne pas vivre, il y a une libération qui s'est faite. Donc, j'ai pu expérimenter en toute humilité que quand on est effracté, ouvert aux abois, on pourrait dire, il y a une humilité dans la souffrance, et que quand on arrête de chercher, on trouve. Donc, qui cherche trouve. Même ces clés, parfois, c'est quand on tombe dessus qu'on ne cherche plus, n'est-ce pas? Les eureka, les ampoules qui s'allument, c'est au moment où on est un peu dans la lune, en hypnose spontanée, et ainsi de suite. Bref, donc oui, il y a des expériences, donc on pourrait dire un peu sauvages, basées sur un trauma, qui m'ont amené des éclats de réponse de je ne sais où, qui me semblent toujours salutaires. Parce que ce que je viens de dire, la mini, c'est quelque chose que j'utilise en hypnose, c'est la voie du milieu du bouddhisme, libération des extrêmes. Donc la sagesse auto-émergente, c'est un fait empirique. Donc, et d'ailleurs, si je dis qu'est-ce qui m'a vraiment le plus éduqué, et c'est pour ça que je dis que c'est la base du chemin bouddhiste ou chamanique et tout ça, c'est quand même, ça passe quand même par la souffrance, ça passe
quand même par le jeûne, ça passe quand même par l'isolement, toutes ces contraintes qu'on se met pour trouver la zone où il n'y a plus de contraintes, justement. Et donc, et oui, je ne veux pas le prôner ici, je ne veux pas avoir d'emmerde, et justement, je vais faire une mise en garde, vu que tu voulais parler du bas astral. Oui, j'ai dû refaire ma réto mononucléose plus, et j'ai eu une expérience de psychédélique LSD. Donc je ne suis pas en train de dire de le faire, justement c'est une mise en garde que je vais faire ici, parce que je l'ai fait d'une manière, on pourrait dire sauvage, comme les vieux sages qui disent without a proper set and setting, c'est-à-dire set and setting, c'est-à-dire le contexte et l'intention. Et ça a été tellement fort que j'ai eu des pétoches, donc please don't do that, ne faites pas ça, parce qu'en fait je suis parti en voyage, psychonaute, mais sans carte. Et je suis resté effracté et bloqué entre deux mondes, quelque part pendant assez longtemps. Il suffisait que je refume un joint pour que ça balance tout le truc, ou vous-même vous allez rigoler, les flashbacks c'est pas de la blague. Il suffisait que je lise un pancarte d'un dentiste où c'est écrit LSD, ça relançait le truc. J'étais à ce point-là sensible. De nouveau, enseignement dans le trauma, à partir du moment où je me suis dit, bah tiens, Julien, avant la prise, il est mort. Attendez, imaginez le deuil, je vous le dis là, relax dans le salon, là j'ai 43 ans maintenant. C'est-à-dire, je dois accepter que je suis peut-être, à vous de juger, enfin ne jugez personne, ce sera mieux, schizoïdant, on va dire ça comme ça, ou bloqué entre deux mondes. Au moment où je me suis dit, bah, le Julien d'avant la prise est mort, c'est-à-dire que j'ai accepté que j'étais dans cet état intermédiaire, très très inconfortable, bah, bizarrement, croyez-moi ou pas, je suis revenu à mes sens. De nouveau, enseignement profond, mais par le trauma, donc please don't do that. Et après je vais expliquer, ne faites pas ça, c'est qu'à partir du moment où j'ai lâché prise, où j'étais plus je veux, j'ai peur, je veux sortir, et de nouveau, heureusement que je ne me suis pas jeté aux mains du psychiatre, je suis revenu à mes sens, en fait. Qu'est-ce que je suis en train de dire par rapport à toutes les expériences violentes? Quelque part, il y a une recherche de tradition, où il y a un cadre, il y a une lignée, il y a une manière de faire, il y a des traumas ritualisés. Parce que c'est une définition d'un rituel, d'une initiation, c'est un trauma ritualisé, c'est-à-dire normalement on évite la casse, c'est-à-dire et les dangers psychiques et les dangers physiques. Normalement il n'y a pas de mort et on ne devient pas fou, même si on traverse sa folie pour s'en libérer de l'illusion. Ou l'adversité ou des épreuves extrêmement difficiles. Excuse-moi. Ou l'adversité ou des épreuves extrêmement difficiles. Effectivement, la vie. L'initiation, c'est jamais aisé, c'est jamais. Voilà, mais néanmoins, effectivement. Donc là, effectivement, il y a des initiations de la vie. J'ai quitté une amie, elle a vécu des trucs de trauma, de fugue à 14 ans, de mise en danger, tout ça. Donc, pour nous cadrer, oui, oui. Ramène-nous à cette bibliothèque. Donc, voilà, c'est parce que tu m'as ramené avant, mais c'est intéressant. Tac. Donc je me retrouve, donc ça, adolescence, mais résumé, affaire à suivre, si vous voulez plus de détails. Je me retrouve dans cette bibliothèque, première qu'on dit psycho. Cette recherche d'ailleurs me reprend trip, et c'est pas dans la faculté qu'on a nous parler de ça. Non. Je pose cette question, tac, je me retrouve catapulté, vous allez rigoler, à Paris. Je ne donne pas plus de détails parce que c'est des lieux secrets, dans un théâtre connu, où une fois par mois on se réunissait pour ces rituels-là. Et là j'ai pu le voir de visu, pourtant je ne savais pas, mais je suis arrivé ouvert. J'ai dit, tiens, bon sang, ces gens-là font la fête comme les étudiants, oui, parce qu'il y a de l'alcool en jeu, tiens, ils fument des grands cigares. Mais il y a du soin, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose que je ne peux pas nier de mes propres yeux, qu'il y a une soin, d'ailleurs, quelqu'un qui avait des problèmes aux yeux gravissimes, qui devait se faire opérer, tiens, le docteur a pu authentifier, il y a une opération qui a eu lieu, une opération d'un autre ordre. Donc je suis rentré dans ce rituel-là qui m'a ouvert des portes, c'est-à-dire tiens, mais il y a un au-delà qui peut être acté, en tout cas je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. En même temps, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'il y a des phénomènes qui me dépassaient, ô combien dans le rituel. Et en fait, pour donner cours, je suis parti. Parce que je trouvais les motivations des gens qui allaient dans ce rituel-là. Je vais le nommer, puisque tu le dis, je ne sais pas ce que ça évoque vous comme voodoo, mais c'est un peu du voodoo. Du bas astral, c'est-à-dire les gens venaient pour le pouvoir, pour plus d'argent, pour récupérer leur meuf, des motivations qui n'étaient pas les miennes. Moi, les miennes, je n'avais pas. Mais aussi pour se faire soigner. Ça. C'est noble, ça reste noble, on a un corps, il faut soigner le véhicule. Mais moi, il y avait cette recherche. D'ailleurs, un jour, le paï de Saint-O m'a dit c'est rare des gens comme toi qui recherchent vraiment la spiritualité pour la spiritualité. Alors, on abordait l'ésotérisme et le mysticisme, mais avec des intérêts non spirituels, peut-être. Oui, toutes sortes d'intérêts.
finir, qui sont les mêmes que quand tu vas voir un banquier pour de l'argent, ou le médecin, et ainsi de suite. Donc ça reste très intéressant, je l'ai réintégré depuis, mais ce n'était pas ma recherche du moment. Mais en même temps aussi, je n'ai pas le temps de tout développer ici, il y avait aussi une idée de garder mon libre arbitre. Et ça m'a fait un peu peur dans l'idée que si tu ne fais pas un sacrifice de tel ou tel animal, si tu le fais, tu reçois une initiation, ça va t'ouvrir le canal et ainsi de suite. Si tu ne le fais pas, tu vas avoir des problèmes, des accidents et tout ça. Je dis, mais attends, moi j'ai étudié un peu la mafia et tout ça, ça ressemble un peu à une mafia spirituelle. Moi je veux rester libre. Là on parle clairement de rituels. C'est toujours de l'ésotérisme, mais il y a différents types de rituels. Voilà. Le sacrifice, c'est pas dans toutes les traditions, mais pour ceux qui suivent, les sacrifices font partie de plein de traditions occultes. Ça retrouvé, il y a certaines qui sont beaucoup plus populaires dans des religions très connues, comme d'autres beaucoup moins. Voilà, et donc moi j'ai gardé une éthique, et même quand des gens, encore récemment, des gens qui sont venus, tiens, mon mari m'a quitté, est-ce que tu peux faire love magic et tout ça, j'ai une manière de travailler qui, au cœur, c'est respecter le libre arbitre. On ne va jamais forcer l'amour ou la séparation. D'ailleurs, c'est mon cadre éthique, et le cadre du psychologue aussi, c'est on peut aider la personne à se retrouver à la croisée du chemin, être le plus à même de voir les possibilités, le champ des possibles, comme on dit en hypnose, et de s'approprier son choix. Ça oui, ça au niveau thérapeutique, hypnotique et même énergétique, je le fais. Mais jamais forcer ou quelque chose qui de toute façon ne tient pas. Sur le moyen et long terme, il y a toujours un retour de bâton. Et là, effectivement, on commet, je vais parler un peu comme un théologien, un péché. Et voilà. Donc la liberté, le libre arbitre, quelque chose de fondamental. Donc j'ai fui, je donne une version kaléidoscopique accélérée, c'est un rite afro-brésilien, mais pour le bouddhisme, qui me donnait un cadre beaucoup plus sérénisant, plus ancré, plus progressif aussi, que ce soit comparé au LSD, c'est sûr, c'est de la fusée, que ce soit ces rituels africains très bousculants, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand même, le chamanisme bouddhiste. Bouddhisme tibétain. Mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a des rituels, mais à la sauce, et ça fait beaucoup, c'est pas juste une sauce, ou alors c'est la sauce du chef, la sauce non-duelle. La non-dualité. La non-dualité, c'est cette capacité de ne pas réifier. Réifier, c'est-à-dire, je vais quand même donner l'exemple parce que c'est important, c'est mon paradigme actuel pour le psychochamanisme. Non réifier, je veux dire simplement, c'était ma question pendant l'UNIF, est-ce que les esprits existent? Alors, l'esprit, il existe comme un fait empirique en tout cas, comme un fait expérientiel. Mais est-ce qu'il existe comme entité indépendamment de moi? Au-delà de nous. Au-delà de nous-mêmes. De nouveau, expérimentalement, oui. Mais est-ce que s'il m'arrive du bien ou du malheur, c'est grâce ou à cause d'un bon ou un mauvais esprit? Je dis non. De la même, parce que ça serait l'extrême, je ne serais qu'un pantin. Je ne prendrai jamais mes responsabilités pour lui dire simplement, et c'est le paradigme traditionnel avec lequel je prends du recul, je reviens à l'Amazonie, là, après un an, si il m'arrive un malheur, le mauvais œil, un mauvais esprit, tel sorcier m'a fait ceci, cela, si je vais mieux, merci, c'est grâce au guérisseur. Il est où mon libre arbitre de nouveau? Il est où ma responsabilité personnelle? Vous voyez le parallèle avec la médecine? Est-ce que je tombe malade à cause du virus, corona ou autre, ou de la bactérie, ou parce que mon système immunitaire n'était pas au taquet, au point? Ou le mauvais œil. Ça, c'est l'extérieur. Oui, c'est l'extérieur. Donc moi, je suis en train de dire que la médecine, qu'elle soit au niveau somatique ou psychologique, celle qui m'intéresse, c'est comment booster son système immunitaire pour que je n'ai plus à craindre tellement mon virus, tel ou tel virus, qui est éventuellement changeant, mutant, ou telle bactérie. Et j'ai encore besoin du vaccin, là, ça c'est hors sujet. Donc, je me suis naturellement intéressé à ça, et le psychochamanisme, c'est ça. Si un mauvais esprit m'attaque, c'est peut-être possible, c'est un fait empirique que j'ai été chercher après. Mais il m'attaque pourquoi? Parce qu'il se nourrit de mes peurs, mes craintes, mes doutes, mes projections. Donc ma responsabilité, immunité psychologique, c'est d'être le plus neutre, le plus aligné possible, le plus propre, affranchi de l'attachement, de la répulsion, ce qu'on apprend dans la méditation, dans le bouddhisme. Et comme par hasard, à ce moment-là, les esprits n'ont plus de nourriture. Donc, je vais reprendre un petit peu. Donc, il y a eu la phase chamanique, mais que j'ai fermée après un an, rentrer dans la méditation, dans le cadre traditionnel bouddhisme tibétain, qui m'a appris énormément. Pourquoi? Et je continue à le prôner, c'est-à-dire que vis-à-vis des gens, par exemple, qui viennent vers moi en tant que psychologue, c'est la méditation, c'est la piste de décollage et d'atterrissage de la transe.
Ça ne sert à rien d'envoyer l'avion en l'air. L'oiseau ne s'envole pas s'il n'a pas une branche pour décoller ou atterrir. La branche, c'est l'ancrage, le racinement. Donc la méditation, c'est très 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 important. Et pour l'anecdote, j'ai eu peur. Enfin, j'espère que vous m'entendez toujours. Il m'a fallu 10 ans pour prendre un carton LSD. Ne le faites pas. C'est interdit d'ailleurs. Mais j'ai pu remarquer que quand j'avais, en toute humilité, une assise dans la méditation, j'avais beau prendre une des substances, drogue qui n'en est pas, en tout cas levier psychédélique au monde, que quand je restais en méditation dans l'œil du cyclone, eh ben, je pouvais être complètement normal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'effet. Avec ou sans carton, ça ne changeait rien. Voilà. Donc la méditation, ne parlons pas de chamanisme si d'abord il n'y a pas la capacité de revenir à l'ici maintenant dans le sens et ces capacités de neutraliser les phénomènes intérieurs, tout le brouhaha intérieur, et aussi neutraliser notre réaction de ce que l'environnement extérieur peut susciter en nous. Donc ça, c'était une phase extrêmement importante pour moi, où j'ai mis tout de côté, même la caféine, et le tabac, et ainsi de suite, même n'importe quoi. Parce que l'idée, le paradigme, là, c'était de l'esprit par l'esprit. Est-il possible d'atteindre, moi qui avais beaucoup fumé à l'adolescence, de dire, est-ce qu'il y a moyen d'atteindre cette ivresse, cette ouverture de conscience par la marijuana, par exemple, sans rien. Mais en fait, c'est pas sans rien, c'est en étant aligné tout ça, et puis en plus, on sait qu'on a toute la pharmacopée en nous, les endocannabinols et autres. Donc la réponse est oui. Oui, et attention. 100%. La méditation, ça peut être très très fort. D'ailleurs, il y a des niveaux quand on médite beaucoup, je peux vous dire que ça a parfois été. Si j'ai vécu l'extrême de prendre un carton d'LSD et de rien ressentir, j'ai aussi vécu l'extrême où, sans avoir rien pris, c'était plus fort qu'un carton d'LSD. Donc, même la méditation demande aussi une direction et peut-être j'aime pas le mot maître, mais un enseignant, quelqu'un qui peut nous accompagner sur le chemin. Donc, il n'y a pas de drogue douce ou forte. Ça dépend comment on l'utilise aussi. Évidemment, il y a des substances plus dangereuses que d'autres. Et la méditation n'est pas un truc léger, à prendre à la légère. En fait, c'est la base de toute chose. La méditation, en fait, au cœur de la méditation, il n'y a même plus de méditation. C'est l'art d'être là et non réactif, juste observant. Alors, si j'avance pour répondre quand même à ta question, et comme on a une capsule qui... vous avez peut-être autre chose à faire aussi, c'est... j'ai rouvert la porte du chamanisme. Je manque quelques petits épisodes. C'est vrai que pendant mes 5-6 années de bouddhisme, je me suis accordé une prise de champignons par an, qui était effectivement très très intéressante, et je voyais bien l'intérêt de la méditation, non seulement pour ne plus avoir peur de ses peurs, non seulement pour ne pas être trop dans la projection, parce qu'alors le psychédélique va juste amplifier ses peurs et ses désirs, ses fantasmes, en fait, ça devient super samsara, mais de pouvoir percevoir, voir à travers en fait l'illusion de son ego, de son prisme personnel. L'étymologie du psychédélique, c'est ce qui réveille la psyché et la conscience profonde. Donc voilà, donc, il y avait une prise très sporadique pendant ces années-là. Mais après, ça m'a retitillé, c'est-à-dire j'ai terminé mes études de psycho qui en fait étaient complètement alignées. J'ai fait tous mes travaux, tous mes stages, mon mémoire, tous autour du paradigme du bouddhisme, méditation et ainsi de suite. D'accord, c'était après le bouddhisme ou c'était... Non, vraiment j'ai fait toutes mes études de psycho, l'inscription de A à Z autour du champ bouddhique. Et c'est ça mon éducation non officielle, c'est-à-dire j'étais avec un maître bouddhiste, je pratiquais, j'étudiais, j'allais au centre, je ne sortais que pour ça. Okay. Ou pour passer mes examens. Où j'ai même été au Tibet 6 mois pendant ma deuxième candie et ainsi de suite. Donc après mes études de psycho, il y a quand même, je me souviens, les derniers mois, je me dis, si je suis psychologue, je ne peux pas ne pas savoir et en avoir le cœur net si les esprits existent. Comment je peux prétendre être psychologue si je ne peux pas en avoir le cœur net? Et je me suis dit, mais c'est pas dans le laboratoire que je vais pouvoir savoir ça. Et donc, une fois mon diplôme en main, de toute façon je le voulais, je dis, je suis parti au Népal, parce que là, c'est le bouddhisme dans sa source, avec la diaspora tibétaine, donc autant apprendre la méditation dans la tradition d'abord, quitte après à faire une méditation en rapportant quelque chose, mais pas en faisant un package allégé, mais quelque chose de profond. Mais il y avait quand même dans ma petite tête, même si j'allais pour un retour à la méditation dans sa source au Népal, il y avait l'idée, si je veux en avoir le cœur net que les esprits existent,
il s'agit que j'aille dans une tribu, entre guillemets, ou dans une ethnie, ou un groupe, un corpus social, où ils ont encore des dispositifs efficaces et accessibles pour expérimenter cette réalité qu'ils disent, parce que j'essaie de pas venir avec un a priori, tiens, les esprits existent bien ou non, ou de telle ou telle manière. Bref, j'ai voulu mettre l'expérience avant la croyance. Et donc, le Népal, en fait, a précipité les choses. Même si j'ai d'abord inscription à l'université Katmandou, méditation, tout ça, je ne regrette rien. Ça a duré 6 mois, je suis sorti plutôt pour travailler dans l'humanitaire, ONG, enfants des rues. Mais, pour faire bref, vu que ça touche un peu le privé, ma fille tombait gravement malade. Mais quand je dis gravement malade, je vous donne un peu le raccourci. En ayant fréquenté les meilleures cliniques américaines et ainsi de suite, même si au départ on a essayé des cliniques népalaises, mais c'est plutôt dispensaire. Quand à un moment votre enfant est sous perfusion 1 an et demi, a perdu presque 2 kilos et qu'après 10 jours elle ne guérit pas malgré différents essais de médicaments et que le médecin, je me souviendrai toujours, devient blanc et qui nous dit appelez-moi à n'importe quelle heure, j'ai senti sa peur et j'ai senti qu'il nous préparait aux obsèques. Alors, dans ce premier cas clinique très personnel, ma fille, qui en fait, il n'y a plus aucun liquide et solide qui rentrait. Donc c'est ça qu'il y avait le danger, pour ça qu'elle avait des sous-perfusions de déshydratation. Donc voilà, et comme vous avez un petit bout d'1 an et demi, ça va vite les choses, il n'y a pas beaucoup de réserve. À ce moment-là, même si je ne voulais pas l'utiliser comme Kobe, j'ai réouvert la porte du chamanisme. C'est-à-dire les amis népalais disent écoute, on a un vieux grand-père, voilà, va le voir. J'ai amené ma fille. Je ne sais pas expliquer de nouveau, vrai ou pas vrai, en coïncidence. Je suis resté chercheur, parce que tous mes stages étaient en recherche, neurosciences, tout ça, j'étais hyper encombré, ça je l'ai appris après, mais en tout cas, outillé intellectuellement pour être très très rationnel. Le fait empirique, quand j'ai amené ma fille devant ce chaman guérisseur, il a fait une incantation, un mantra, devant ma fille en 2 minutes. Mais quand je dis en 2 minutes, alors qu'elle était là, imaginez après 10 jours sans boire, sans manger, ne le faites pas, vous serez en mauvais état. En 2 minutes, j'ai vu ma fille, je ne sais pas comment l'expliquer, revenir à la vie. D'ailleurs, elle s'est ruée sur un plat de pâtes hyper piquant, je me rappellerai toujours, donc elle a retrouvé le goût et l'appétit, elle mangeait, parce que c'était hyper piquant. Elle a vomi une fois, c'est vrai, encore une fois, dans le sens qu'elle avait trop mangé d'un coup. Voilà. Mais c'était fini. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, il s'est passé quelque chose là, c'est pas possible. On avait tous ici, les médecins américains, les médecins tibétains, et là, lui, c'est arrivé. Et pour l'anecdote, c'est arrivé 2 fois. Elle a eu une deuxième maladie. On dirait que tous les enfants font de la fièvre. Là, elle a quand même carburé dans des 41, 43. On devait donner des bains glacés. Et de nouveau, la pharmacopée occidentale ne marchait pas. Ils n'arrivaient pas à la soigner. Et de nouveau, cette inquiétude et ainsi de suite. Et de nouveau, on a été le revoir. Mais de nouveau, on attendait 10 jours. Attachement au paradigme occidental, on ne m'a pas joué. Peut-être que je n'étais pas encore tout à fait en confiance. Et de nouveau, on a été le voir. En 2 minutes, c'était réglé. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et là, j'ai dit, je veux apprendre. Et donc, je me suis jeté au pied du gourou. Gourou, ça ne veut pas dire qu'on s'assujettit, mais je dis, il y a quelque chose. Et donc, je suis resté 1 an. Malgré que je passe les détails, que la maman est partie avec l'enfant et tout ça. Je suis resté 1 an à vouloir apprendre avec lui. En gros, il ne s'est rien passé vraiment de visible. C'est là que mon tambour, bon. C'est la tradition taman chez les Bambos, c'est un vieux chamanisme. Taman. Himalayen, qui est très vivant encore au Népal. J'avais du mal. De nouveau, c'est le problème un peu des psychédéliques, c'est tellement facile avec des effets spéciaux, tout ça. Là, on voit, c'est tangible. Et là, j'étais avec le tambour. Merde, il ne se passe rien. Et en même temps, c'est pareil. On a clôturé mes 2 ans de séjour au Népal par une retraite d'1 semaine, trauma ritualisé, sans dormir. Ou presque. Ça me dirait que c'est plusieurs jours sans dormir. Jamais 1 semaine. Alors évidemment, on est en état modifié de conscience. Ouais. Et évidemment, enfin, on en parlera si vous voulez dans le dialogue. Ah oui, donc c'est pareil, t'étais tellement fatigué, c'est normal que tu t'appelais des hallucinations. Alors, on n'a pas le temps de t'ouvrir les portes. Ça dépend quel type d'hallucination, parce que les vraies hallucinations, c'est pas des hallucinations, c'est des révélations. Bon, sur l'inconscient et ainsi de suite. Et donc, ouais, ça c'est encore un autre niveau, ça. Okay. Vision, c'est, oui, effectivement, c'est quand il n'y a plus de bruit dans le signal. Donc, je suis très humble avec ça, mais dans certains cas, oui. Donc, je me souviendrai toujours, et là, il y a de nouveau un enseignement, mais par trauma.
On a clôturé le rituel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, je me souviens que juste avant, j'avais l'impression, l'ego du scientifique, que je comprenais très bien, et là, beaucoup sont tombés dans ce piège-là, je comprenais ce que les chamans faisaient. C'est-à-dire, j'avais suffisamment d'outils ethnopsychiatriques, anthropologiques, Tu psychologiques. réinterprétais le chamanisme avec un angle psychologique. Voilà, tu m'as tout à fait compris. Oui. Je dis, ils savent pas ce qu'ils font, mais ils constatent que ça marche. Avec tes outils. Voilà, tu m'as bien Et là, j'ai intuitionné. tombé sur la tête. Intéressant, tu m'intuitionnes. Donc, est-ce que les esprits ont voulu titiller mon égo scientifique? Ils ont bien réussi. Parce qu'au moment où j'avais l'impression d'avoir saisi, je dis, là, je vais écrire l'article du moment. Ça veut dire, non, du respectueux, ça marche ce qu'ils font. Ça fonctionne. Mais moi, je sais pourquoi. Eux, non. Ils sont dans la conscience, c'est un peu primitif. Et ben, à un moment où ça arrivait ça, en toute humilité, je vous le dis, je suis tombé par terre. Et je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je peux l'interpréter. C'est-à-dire que je suis tombé par terre, en transe, avec quasiment des convulsions. Je me souviens que je devais me retenir pour ne pas me chier dessus. Tous mes sphincters étaient ouverts pour ne pas me chier dessus et me pisser dessus. Je me souviens que je suis rentré dans un processus hallucinatoire, projection de mes peurs peut-être, ainsi de suite. Quelque chose m'a échappé à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est ma réaction. C'est-à-dire, alors que le rituel était fini, le chaman, il dit, bon, on va prendre le tambour. Et j'ai eu cette conviction, vu que j'avais déjà vu avec ma fille et d'autres patients et tout ça, que comme c'est leur métier, il allait me remettre d'aplomb. Oui. Là, bizarrement, je ne pense pas que c'était de l'ego, j'ai fait ça. J'ai dit non merci. Pourtant, j'étais là. C'est-à-dire, j'ai un élan bouddhiste. Si vous avez suivi un peu mon petite histoire personnelle, j'ai de l'esprit par l'esprit. Cette petite phrase m'est venue, un rituel tire son efficacité de son inutilité. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que je ne voulais pas tomber dans le fétichisme dépendant d'un paraphernalia, je ne sais pas comment on dit en français, par un outillage efficace, chamanique. Je ne voulais pas qu'il me libère, je voulais m'auto-libérer. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Eh ben, il y a l'écho de mes pratiques bouddhistes qui est revenu. Je me souviens que je me suis mis en méditation. J'ai regardé l'esprit à la source, c'est-à-dire, c'est pas regarder ce qui est projeté, c'était plutôt cauchemardesque, c'est regarder le projecteur, la pensée avant la pensée. C'est regarder celui qui regarde. Je me suis mis là, un instant en méditation, en non saisi, comme dans le truc des lesbiennes, tout ce que vous voulez, le du cyclone. Et en un instant, c'était fini. Et là j'ai compris, et c'est pour répondre un peu indirectement à ta question, bas astral et ce que j'ai voulu évoquer avec les mauvais esprits, ce qu'ils existent, psychochamanisme. S'il n'y a pas d'ego, ne fût-ce qu'un moment, c'est comme une porte sans clinche. On ne peut pas être manipulé. Ils ne peuvent pas nous saisir. On ne peut pas être possédé. Parce qu'on n'appartient qu'à Dieu. Je dois expliquer, sinon j'ai l'impression que je suis un prêtre peut-être qui mérite le bûcher parce que je ne suis pas assez orthodoxe. Alors, dans ce moment-là, et je vous remercie la voie bouddhiste méditative, et j'encourage avant toute chose, plutôt que fantasmer sur les esprits, rencontrer d'abord votre propre esprit. Exactement. Voilà. Que dans ce moment-là, salutaire, et ça m'a aidé, pas qu'à ce moment-là, là c'est un moment assez intime que je partage ici, et puissant et initiatique, dans le sens que, pour moi, il n'y a pas de voie chamanique sans voie de recentrement, de méditative, parce que sinon on est très vite manipulé. Comme je le disais tout à l'heure, je suis tombé malade à cause d'un mauvais esprit, j'ai été guéri grâce au guérisseur, toujours une relation de dépendance. Et quelque part, effectivement, le paradigme chamanique pour moi était, comme le carton mélésé, tout ça, était une manière de tester la stabilité de ma méditation. Alors je le dis en toute humilité, et je ne prétends pas être un grand méditant. Je suis, et il vaut mieux être comme ça, un apprenti permanent. Mais cette expérience-là a été vraiment salutaire, et je suis resté dans ce paradigme-là. Psycho-chamanisme et méditation-hypnose. Mais dans la tradition, méditation, bouddhisme, hypnose, chamanisme. Oui, il y a un lien entre hypnose. Vous remontez l'hypnose, vous arrivez naturellement au chamanisme. Alors, ces deux paradigmes-là ont été extrêmement salutaires dans ma manière de travailler actuellement. Et d'ailleurs, si je reviens en arrière avec l'expérience traumatique du EDZ, c'est bien ça, il n'y avait pas de rituel, il n'y avait pas d'intention, il n'y avait pas de roadmap, il n'y avait pas de clôture et fermeture de la transe. Parce que si on part en transe, on pourra atterrir. Sinon, il ne vaut mieux pas décoller. Alors, ici, effectivement, je ne peux pas aller plus loin.
Parce que nous avons un paradigme en Occident où ces substances-là, actuellement en tout cas, ne sont pas légales. Donc je ne peux pas faire la promotion, et d'ailleurs je ne vous encourage pas, et expressément je parlais que de mon expérience, et même sous un sceau prudence, voire abstinence, dans le cas où. Dans le cas où on n'est pas sûr, même si on n'est jamais sûr, d'une certaine sécurité du cadre et de l'intention, et certainement de ce qu'on prend, de savoir ce qu'on prend. Donc, mais effectivement, il y a d'autres traditions, et là je peux peut-être parler sans prendre trop de risques, mais vu mon statut psychologue c'est un peu compliqué, oui, en Amazonie, j'ai pu aller en Amazonie, là il y a des traditions vivantes, où il y a un chamanisme avec plantes, et ainsi de suite. Mais j'en viens toujours à la même conclusion, de l'esprit par l'esprit, on n'a besoin de rien pour arriver là où on doit arriver. J'en viens toujours à la même conclusion, c'est bien d'en avoir d'avoir besoin de rien, parce que le corps il est comme ça, vous le savez, c'est un fait empirique médecine. Pratiquement vous donnez au corps ce qu'il pourrait produire lui-même, il arrête de le produire, et donc naturellement vous créez une dépendance. Alors évidemment les psychédéliques et tout ça, les antéogènes, c'est un terme beaucoup plus respectueux, ça veut dire ce qui suscite ou permet la connexion au Dieu en soi, en théo, le théos intérieur, ou le Dieu en soi. À partir du moment où on se fait croire qu'on a besoin de quelque chose d'extérieur pour atteindre l'illumination, on est en train de dire en fait, on contredit les enseignements profonds. Tous les enseignements, c'est de dire vous êtes déjà Bouddha. Et tout le travail, vous êtes déjà accompli. Tout le travail, c'est réaliser et prendre conscience et agir à partir de cet état de fait que vous êtes déjà accompli. Mais de nouveau, ne confondons pas essence et manifestation. C'est pas parce que je suis Bouddha que je vis H24 comme un Bouddha. Je m'adresse à moi-même et à vous-même. Donc il y a toute la discipline, l'apprentissage, qui est moins rapide qu'une prise de quelque chose pour arriver à que la manifestation soit à la hauteur de l'essence de notre potentiel. Peut-être tu as une autre question pour me recalibrer tout ça. Alors, c'est super intéressant. Tu as un peu riffé librement sur tes enseignements et ton expérience. J'avais une question, peut-être pour cadrer un peu cette interview à te poser. Alors, le chaman, si je comprends bien, c'est le portail entre le monde des esprits et l'autre. Le chaman utilise différents et peut se connecter à différents esprits ou à différents pouvoirs pour aider, soigner quelqu'un, pour avoir différents types d'influence. Alors je voulais parler, j'avais une question pour toi, c'est le monde des esprits, existe-t-il? Je pense que tu as déjà plus ou moins répondu, mais quel est le monde des esprits? Est-ce que tu peux nous faire une peinture de ce monde? Qu'est-ce qu'on y trouve? En fait, c'est assez simple. Évidemment, pour tirer les esprits, j'ai jamais vu, donc j'y crois pas. Mais regardez le monde. Regardez-vous. Voilà. Ce qui se passe ici-bas se passe là-haut. C'est-à-dire les guerres qu'on voit, les guerres de conscience aussi, entre le bien, le mal, jouir de la souffrance d'autrui versus se réjouir du bonheur d'autrui. Ben, imaginez que, un peu comme un avatar, imaginez comme un site internet où il y a un front-end et un back-end. Nous sommes un front-end, mais peut-être on n'est que l'avatar. Et que le back-end, c'est-à-dire évidemment on a notre conscient, notre insujet, on a une boîte crânienne, d'accord, et tout ça. Mais sommes-nous sous influence? Je ne parle pas des psychédéliques, sous influence. Une des premières expériences, c'est peut-être une métaphore que j'ai eue avec l'influence chamanique, là c'était avec plantes, effectivement, c'est en fin de compte, le cerveau n'est peut-être pas l'émetteur, mais plus le récepteur des pensées. Peut-être une métaphore, c'est que notre cerveau, quoi qu'on en pense, est peut-être plus de l'ordre d'une radio, une antenne, et que notre seul libre arbitre, c'est de choisir la bonne fréquence. Mais on ne choisit pas vraiment ce qui passe sur la bonne fréquence. On peut changer de poste, mais on a la responsabilité de le faire. Peut-être apprendre l'état de la radio, la méditation, le silence intérieur. Mais on ne choisit pas ce qui va, le programme de la bande passante choisie du poste de l'onde. Mais par contre, on peut changer d'onde. Et il y a plusieurs fréquences. Fréquence basse, astrale, ou fréquence haute, et tout ça. Donc les esprits sont, regardez le monde, regardez à quel point les gens peuvent complètement choisir le bien, ou le mal, ou être ambivalent, ou peut-être en guerre, et parfois les tentations sont là, n'est-ce pas, à nous titiller. Prenez l'exemple simple de Tintin, avec Milou, chaque fois qu'il est parti en mission, à un moment il tombe sur un super nonos, et puis il y a l'image du diable et de l'ange qui vient le titiller, tout ça. Alors évidemment, on pourrait dire c'est juste l'inconscient, le surmoi, et ainsi de suite. Il y a des faits empiriques que j'ai pu expérimenter. Ben, je peux donner un fait empirique. Parce que moi, j'ai voulu pas croire. Parce qu'en fin de compte, c'est être aussi con, excusez-moi l'expérience, qu'un scientifique qui se contenterait d'hypothèses sans aller au laboratoire pour l'expérimenter, en avoir le cœur net. Même si la science est sans cesse évolutive, comme le chemin spirituel.
On ne se limite pas à des dogmes, on remet en question sans cesse ce qu'on croit savoir. Et il vaut mieux aborder l'expérience sans savoir. Attends, j'ai fait trop de digressions et du coup, j'ai perdu le fil. Attends, ça va me revenir. Aïe, aïe, aïe. Une peinture du monde des esprits. Qu'est-ce qu'on y trouve des lectures que j'ai eues, Mais vas-y. des expériences que j'ai eues? On parle d'esprit de la nature, on parle d'esprit des ancêtres, on parle toutes sortes d'esprits non incarnés, on parle d'esprit positif, on parle d'esprit négatif. Oui. Voilà, c'est un peu la peinture que moi j'avais du monde des esprits. Oui, c'est vrai. Donc ils sont aussi variés que nous. Et s'ils sont aussi variés que nous, ben, j'ose dire, fait empirique à voir, que les personnes, comme le post-radio, choisissent, bon gré mal gré, parfois de manière consciente ou inconsciente, d'être sous influence de telle ou telle fréquence. Ils écoutent plutôt tel type de musique, tel type de radio et tout ça. Et donc ils se permettent, ils choisissent, ou ils naissent parfois, mais ils peuvent changer aussi. Et donc dans ce monde de l'esprit, en fonction de notre karma et de nos intentions et de nos choix spirituels, il y aurait différentes sphères, différents endroits. Voilà. Donc, si je donne un raccourci, après on peut parler de manière théorique, mais dans l'espace-temps qu'on a, la meilleure protection, et ça donne déjà une grosse classification des esprits. D'ailleurs, c'est mon enseignement bouddhiste. L'enseignement bouddhiste, c'était il n'y a personne qui a atteint le bonheur véritable sans faire passer le bonheur d'autrui avant le sien. Donc, moi, quand les gens viennent à un rituel, je leur dis toujours, vous avez le droit de prendre soin de vous-même, vous avez même le devoir, c'est votre responsabilité. Mais mettez ça à la sauce altruiste. Pourquoi? Et c'est normal. Si vous avez l'intention, par exemple, d'être heureux, pas juste pour votre petite personne, mais que, tiens, mon bonheur va pouvoir rayonner et naturellement amener les gens aussi à connecter leur bonheur, eh ben, ça change tout. Ça donne une portée altruiste, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se sacrifier et renoncer à son propre bonheur. Ouais. Qu'est-ce que ça se passe au niveau? Deux devraient aller ensemble. Voilà. Et là, je suis déjà donné une grosse. En fait, je donne la grosse catégorie des esprits. Les esprits qui travaillent pour eux, comme pour les humains, ils ne donnent jamais rien gratuitement. C'est dans le commerce. Ce que j'avais un peu ressenti dans le cas d'Anglais, les rites afro-brésiliens. Si tu me. Faut te donner un bœuf, sinon. Si je te donne ceci, si tu me donnes cela. Et inversement. Et attention, si tu ne payes pas, il y aura des intérêts, au moins. Voir les huissiers. Ce que je vous dis. Ce qui se passe ici-bas se passe là-haut et inversement. Celui qui est dans le service, dans le volontariat, dans le bénévolat, il donne gratuitement. Seulement à celui qui est prêt à recevoir pour à son tour donner gratuitement. Ça crée une chaîne. Et là, c'est la protection. Parce que quelqu'un qui veut juste le pouvoir, son intérêt propre, mais naturellement, il va connecter et attirer des gens, dire ah, tu le sais, mais moi je suis prêt à te le donner. Mais attendez, vous n'allez pas attirer Sœur Teresa, Sœur Emmanuel ou une sainte. C'est d'attirer naturellement une classe d'esprit qui dit tiens, ok, tu veux ça, tu veux le pouvoir, mais je te donne. Mais il y a un prix. Oui. C'est normal. Par contre, vous êtes là, vous voulez vraiment sincèrement devenir une meilleure personne pour améliorer à votre échelle humblement, on ne se prend pas pour le sauveur du monde, les gens qui vous croiseraient votre chemin. Ben, naturellement, les esprits, les ondes vont se dire ah mais tiens, Mansour devient quelqu'un d'important parce qu'en aidant Mansour, on va pouvoir indirectement aider beaucoup de personnes. Oui. Et donc naturellement, vous connectez à une collectivité qui sera plus à même non seulement de vous aider gratuitement, mais de se mobiliser véritablement. Parce que ce n'est pas juste vous, ils n'ont pas de temps à perdre, qu'ils vont aider. Ils vont aider beaucoup de personnes à la hauteur de votre intention et de vos capacités. En vous aidant, vous, par votre intention noble, altruiste, ils vont aider indirectement beaucoup de personnes. Ça, c'est la protection. Et en fait, c'est la seule valeur. Et c'est la seule garantie de notre bonheur. Et ça, c'est une classe très importante. Et vous le comprenez bien. Je fais un crowdfunding, je voudrais m'acheter une nouvelle Ferrari. Qui va me faire. Achetez-moi une Ferrari, s'il vous plaît. Crowdfunding, s'il vous plaît. Je fais un crowdfunding pour aider, je ne sais pas moi, les victimes des effets secondaires du vaccin. Pardon. Non, pas ça fait rire. Un crowdfunding, on a le droit de le dire, ça fait pas critiquer le vaccin. Un crowdfunding pour les victimes des effets secondaires de ne pas s'être vaccinés, pardon, qui se sont fait vacciner. J'ai beaucoup plus de chances d'obtenir des fonds. Parce qu'ils savent que ce n'est pas pour moi, c'est pour redistribuer. Donc voilà, pour répondre à la question, nous sommes que des courroies de transmission, que ce soit dans notre intention ou dans notre manière de travailler. Et c'est là où ça rejoint la méditation, c'est-à-dire c'est l'art de j'aime bien le jeu de mots, c'est de l'art de l'hypnose, et les esprits adorent ça. La transparence. Le mot trans, mais la transparence. J'accepte d'être rien du tout.
pour que être une bande passante avec le minimum de bruit. Un des phrases qui m'a le plus percuté en pleine transe, mais bien ouvert, quand un chaman m'a dit, que j'ai suivi pendant presque 10 ans, il m'a dit « laisse-toi penser ». C'était très intéressant, cette inversion. C'est plus moi qui pense, c'est moi, les métaphores de la radio, qui me laisse penser. Mais se laisser penser, c'est tout un art. Parce que dès qu'on a une pensée, un ascendant, tendance à penser la pensée. Il faudrait ne pas vouloir penser pour pouvoir se laisser penser. Effectivement. Comme je le disais ce matin à mes patients, il s'agit de passer du want au wish, passer du vouloir au souhait. Vouloir, c'est un piège. C'est le contrôle. C'est le contrôle, c'est l'emprise, c'est mettre la raison sur un piédestal, regarder l'état de notre société grâce à ça. Comme on dit en Inde et dans d'autres traditions que tu connais, le yoga et tout ça, le mental fait un très bon serviteur, un très mauvais maître. Donc la méditation, la transe et tout ça, on est toujours conscient, en tout cas celui que je pratique, que je prône. Mais justement, on passe du mental à la conscience. La conscience, c'est-à-dire on est témoin, c'est aussi un garde-fou, de ce qui se passe, mais c'est plus nous qui sommes le musicien, nous sommes l'instrument. Donc on accepte d'être instrumentalisé, mais par les bonnes fréquences. On accepte d'être possédé, mais par notre véritable nature intérieure, les qualités que l'on prône, en général c'est les mêmes. Si on est honnête, amour, paix, joie, gloire, beauté, volupté, non. Pourquoi pas la beauté, mais pas la beauté superficielle, la vraie. Donc, à partir de ce moment-là, plus on a une motivation altruiste, plus on reconnaît qu'en fin de compte, on a ces qualités en nous, et il s'agit de les faire fructifier, mais qui se ressemblent à ça, plus on cultive ces qualités intérieures, plus naturellement on s'attire, que ce soit un crowdfunding dans le visible ou l'invisible, des gens qui sont dans ces fréquences-là, et avec les deux fréquences qui oscillent dans la même onde, qu'est-ce que ça crée? Une harmonie. L'harmonie. Oui. Est-ce que je peux essayer de résumer et de faire un lien entre le monde des esprits et la psychologie? Donc, si j'ai bien compris, ou en fonction de mes propres recherches aussi et interprétations, le lien entre la psychologie et le monde des esprits, ce monde dans l'invisible qui nous entoure et qui nous influence et qui influence les choses autour de nous, notre propre psychologie, nos attitudes, nos états d'être envers les choses et la réalité vont influencer dans notre monde intérieur nos bandes de pensée et nos raisonnements, ce qui nous arrive. Donc, si on abrite des intentions altruistes comme certains courants spirituels nous recommandent de faire, on est guidé ou alors on se met à disposition d'entités, d'esprits, de forces positives qui vibrent et qui résonnent avec nous. Si au contraire, dans notre propre psychologie, on est en proie à peut-être des addictions, de l'égoïsme, toutes sortes de tendances psychologiques négatives et destructrices, alors on s'aligne aussi dans le monde invisible avec toutes sortes d'entités, qu'on dirait de l'autre côté du voile, qui peuvent nous influencer pour le pire. Pour le pire, mais le pire va amener le meilleur. Donc même quelqu'un qui tomberait dans les abysses, dans toutes ces névroses, et dans certains cas même la psychose, qui est quand même le cas clinique le plus compliqué, que ce soit pour la psychiatrie ou même le chamanisme. Mais en même temps, parfois c'est des chamans cachés, parmi les soi-disant psychotiques. Si quelqu'un, parce que c'est ça qui sauve, vraiment, vous voyez, c'est l'amour, ça fait New Age, mais quand même, l'amour véritable, c'est-à-dire celle qui veut vraiment aider concrètement, pas juste aimer, agir. Si, au cœur de l'abysse, au cœur de ma souffrance, j'arrive à me dire, puisse cette épreuve que je traverse être utile à moi-même et à autrui, puis-je en faire une initiation? Je parlais d'initiation, c'est un trauma ritualisé. Puis-je, et toi tu as évoqué que la vie aussi est une initiatrice, puis-je faire de ma souffrance, en tirer les enseignements avec plus de sagesse, plus de maturité pour le mettre à contribution, après coup? Je peux vous le garantir. Alors je parle comme un gourou et je rigole plus là, c'est fini le moment. Je peux vous le garantir. Qu'à ce moment-là, il va se passer ceci, exactement. C'est-à-dire, non seulement vous allez sortir de votre torpeur, de votre enfer, mais vous allez venir avec une expertise qui va vous permettre de véritablement aider et de tendre la main avec une expérience de première main, justement. Des personnes qui elles-mêmes seraient dans ce sable mouvant, en train de se noyer intérieurement. Les meilleurs thérapeutes, et j'ose le dire parce que c'est pas assez dit.
c'est pas celui qui a étudié sur la chose, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est celui qui a basculé et qui est revenu. C'est celui qui connaît le problème et la solution, mais la solution qui n'est pas venue d'un cours de psycho ou d'un livre XY ou d'un podcast, même si c'est très bien, c'est complémentaire. Mais parce que lui, il est tombé et il a pu se relever et il a tellement souffert. Et peut-être aussi sur le chemin, il a rencontré d'autres personnes qui l'ont aidé et qui s'est dit, mais je ne souhaiterais pas ça, même à mon pire ennemi. Et donc il se met à aider même son pire ennemi, qui tomberait dans la même situation. Je dis ça parce que c'est important, parce que dans la tradition, on parle de maladie chamanique. C'est-à-dire, j'ai parlé de la maladie, moi j'ai l'impression, bon, j'ai vécu aussi des maladies chamaniques, j'ai parlé de mes traumas adolescents et ainsi de suite, et il y en a eu d'autres. J'ai parlé de ma fille, c'est-à-dire que les esprits, ou l'initiation, ou notre souhait inconscient, si on veut vraiment comprendre quelque chose, on doit, ne fût-ce que momentanément, faire un avec. Et donc parfois on vit des choses qu'on n'a pas conscience pourquoi et tout ça, mais c'est ça qui va nous donner la force et l'expertise de pouvoir véritablement aider autrui. Et donc, si je coagule ce que j'ai pu dire là-dessus, ce qui va nous faire sortir de l'enfer, c'est la volonté d'aider, et ce qui va nous permettre vraiment d'aider, c'est parce qu'on a traversé ces enfers-là. Et maladie chamanique, effectivement, dans les récits traditionnels, il est presque établi, mais même s'il y a plusieurs chemins, qu'un chaman, c'est quelqu'un, effectivement, qui connaît la folie first hand, et j'espère que je vous ai convaincu un peu à ce niveau-là, c'est ça, et qui connaît la folie, qui connaît son sujet, pas juste intellectuellement, mais dans sa chair et dans ses tripes, et qu'effectivement c'est un métier à risque, et dans le sens que le patient ou le bénéficiaire va chaque fois réactualiser le trauma qu'il a vécu. Et donc peut-être retitiller la cicatrice, qui n'est pas encore complètement colmatée, et inviter le chaman, le guérisseur, là, à se rendre compte qu'il y a encore un chemin de guérison. Mais c'est ce qui va mobiliser dans sa propre guérison, c'est en guérissant, en aidant autrui qu'on s'aide soi-même et inversement. Moi, je ne crois qu'à ce type de catégorie de thérapeute, je vous le dis, sincèrement. Et chacun ses spécialités. Au point que dans ma clinique, j'ai remarqué de manière très très bizarre que parfois, comme par hasard, des patients arrivent avec quelque chose que j'ai vécu. Mais parfois, c'est inversé. Je tombe, par exemple, moi je ne connaissais pas la paranoïa. Et puis d'un coup, je me rends compte que je vis des circonstances extérieures où je rentre un peu en mode parano. Pour X raison. Qu'est-ce qui m'arrive? Comme par hasard, une semaine après, j'ai mon premier cas parano, qui en général, je ne l'ai pas en libéral, ils sont plutôt en psychiatrie, malheureusement. Et ça m'a été très 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 utile en fait. Mais en même temps éprouvant de ce que j'ai vécu avant et pendant le patient. C'est-à-dire, il y a un jeu de miroir et l'univers va venir nous provoquer dans nos rencontres, dans notre soin et tout ça. Celui qui veut vraiment soigner doit être humble dans le sens qu'il sera mis à l'épreuve véritablement. Donc effectivement, chacun a sa place. On peut soigner en vendant du bon pain, avec une bonne fréquence, ça va dépendre des thérapeutes. Donc c'est ça, il faut sortir du fantasme, je veux être chaman, les esprits m'ont dit, ainsi de suite. Chaman, si on comprend bien, et même, voilà, je peux le dire cliniquement parlant, je ne sais toujours pas l'expliquer. Les gens qui viennent maintenant et que je veux faire un soin énergétique, j'avais pas ça 3 ans avant. Tiens, comme par hasard, ça arrive avec le Covid. Peut-être, il était temps de nettoyer un peu l'affaire. Quand je fais un soin maintenant avec les gens, et j'ai même plus besoin de les toucher maintenant, presque automatiquement, je commence à avoir des rots, des spasmes et tout ça, et je dois prendre un seau et je dois vomir. Parfois, je ne vomis pas complètement, mais parfois, c'est pour ça que je reste à jeun aujourd'hui. Et après, les gens me disent, c'est passé tel truc, j'ai eu tel rêve, et ainsi de suite. Comme s'il y avait un transfert de charge de la personne, mon corps, et moi, je décharge. C'est quoi cette idée, je veux être chaman? Comme j'ai mis en garde avec l'idée, danger aussi de dire, je veux être chaman. Vous voulez pour vous, pour véritablement être utile autrui. Parce que si vous voulez être utile autrui, il va falloir accepter d'avoir une position type titre-service. Hein. Moi, ma femme de ménage, je disais ça, on fait le même boulot. Hein. Tu nettoies la mer dans mon appartement, je nettoie la mer des patients. Et c'est pas un sous-métier, mais il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Donc, très sincèrement, c'est de cet ordre-là. Et pour citer des anecdotes, parce que s'il y a des rationnels parmi vous. Ah oui, d'accord, mais juste une anecdote qui est vraiment croustillante. 2 personnes qui viennent. Pour les rationnels, c'est pas interdit donc je peux en parler. Je leur donne, rassurez-vous, à dose contrôlée, du tabac liquide qui traditionnellement en Amazonie se prend dans le lit. Et le tabac a des vertus quand il n'est pas fumé. Mais attention, de nouveau, ne le faites pas, mal dosé le tabac peut être dangereux, notamment au niveau cardiaque. Alors, ces 2 personnes
se sont mis à vomir, parce que le tabac est une plante de purge aussi, de nettoyage. Ils se sont mis à vomir, voilà, peu après la prise. Et ça a duré assez longtemps. C'est quand même bizarre que quand madame, une des participantes, est rentrée chez elle, son mari dit, à 9h20, notre petite fille s'est mise à mourir, heureusement non, s'est mise à vomir. Et puis la participante, tout étonnée, ben, c'était l'heure où j'étais en train de vomir dans le cabinet de Julien Louis. Cette jeune fille, donc sa fille, qui était en train de vomir à distance au même moment que la maman qui était dans mon cabinet, c'est pas un hasard. Mais en même temps, c'est étrange. Comment expliquer ça si ce n'est le paradigme quantique, je ne sais rien. Cette fille-là était beaucoup trop fusionnelle avec sa mère, elle avait 5 ans, elle dormait encore dans le lit maternel, elle cassait un peu. Il y a un phénomène de transfert énergétique. Ça, c'est une évidence clinique. De nouveau, c'est ça l'empirisme chamanique. Et c'est pour ça que même les rationnels peuvent parcourir, c'est-à-dire, on ne sait pas expliquer, on peut discutailler, ne pas être d'accord sur qu'est-ce qui se passe, mais il se passe bien quelque chose. Parce qu'attendez, dans la même scène, et j'en ai des dizaines et des dizaines d'autres témoignages, dans la même nuit, l'autre dame qui s'est mise à vomir, elle est rentrée, vous allez rigoler, c'est son chien qui s'est mis à vomir. Et de nouveau, dans les deux cas, il y avait un attachement beaucoup trop, on va dire, vampirisant. C'était une dame assez âgée qui disait, elle avait l'angoisse, je ne peux pas mourir avec mon chien, qui va s'occuper de mon chien avant que je meure, et ainsi de suite. Donc le tabac, il y a cet effet de nettoyage du lien à distance. C'est pour illustrer qu'il y a des phénomènes très très empiriques, malheureusement peu ou pas étudiés en laboratoire, qui peuvent être répétés, qui ont les critères de la validité, de la fidélité, les critères scientifiques, qui sont même vérifiables, comme dirait Popper et tout ça, qui nous montrent qu'effectivement il y a un champ quantique de soins. Ouais. C'était la clôture. Exactement, pour la clôture. Donc la clôture. Vas-y, c'est ça. La clôture, c'est soyez gentil avec vous-même et avec les autres et soyez humble parce qu'en fin de compte, on ne peut servir qu'en étant serviteur. Voilà. Voilà, j'espère que cette interview avec Julien vous aura plu. On aurait bien continué plus longtemps, mais malheureusement le contexte ne nous le permet pas. Peut-être une interview ou deux à l'occasion si vous avez des questions ou des choses à dire. On a parlé du parcours de Julien, on a parlé du monde des esprits, on a parlé des influences au-delà du voile, on a parlé de phénomènes chamaniques et merci de nous avoir suivis pour cette conversation. Namasté. Hop là.